Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Mounir Satouri sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer son engagement contre le nucléaire. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la Commission européenne. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin des frais d'itinérance. Les expressions populaires, être enroué, les Français disent avoir un chat dans la gorge. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Je reçois aujourd'hui Fabienne Folliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Normandie Aéroespace. Alors, en quelques mots, présentez-nous NAE. Oui, bonjour monsieur. Donc, NAE, c'est la filière aéronautique normande qui recouvre les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. On regroupe 160 membres dans toute la Normandie, dans tous les départements. Et notre but, c'est d'aider toute l'industrie au sens large à se développer. Et alors, qu'est-ce qui a poussé des industriels du secteur aéronautique et spatial de la région à se réunir ? Écoutez, ça date il y a plus de 20 ans, où quelques gros industriels se voyaient de façon informelle et pour échanger sur leurs problématiques, et jusqu'à ce qu'un certain monsieur Gérard Lissot ait eu l'idée de créer une association pour justement faire en sorte d'officialiser un petit peu tout ça, et avec des axes de travail qui ont évolué, mais qui sont toujours là à la base. C'est l'emploi-formation, le développement du business, l'innovation, la communication, pour faire voir que la Normandie est une région aéronautique très importante, y compris dans la défense. Alors justement, en Normandie, la filière représente plus de 20 000 emplois avec plus de 150 entreprises. Qu'est-ce qui explique que Thales, Safran ou encore Ariane Group se soient installés dans la région? Pourquoi la Normandie est si attractive? Alors, parce que la Normandie est belle, qui nous fait bon vivre, mais au-delà de ça, je pense qu'on peut remarquer quand même que toutes ces entreprises sont implantées pas très loin de la Seine. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'axe Seine, puisque on remarque en fait que toutes ces grosses entreprises sont tout près de la Seine. Donc, je ne sais pas quelle a été la réflexion à l'époque, mais en tout cas, c'est un constat. Il y a beaucoup d'entreprises dans cette zone. En tout cas, c'est une grande chance d'avoir tous ces gros donneurs d'ordre, Ariane Group, Thales, plusieurs entités, Safran, TI Connectivity, Hutchinson, Smith Connectors. On a aussi Revima qui est très célèbre, qui est en Normandie. On a énormément de chance d'avoir tous ces grands groupes, et c'est pas dans toutes les régions françaises la même chose. Donc on peut être fiers. Alors on l'a vu, c'est une filière très dynamique. Il y a différents événements qui viennent ponctuer l'année. Il y a des conférences, des visioconférences, des formations. Oui. Quels sont les temps forts de cette fin d'année? Eh bien, écoutez, on va voir notre assemblée générale annuelle qui a été reportée au mois de septembre. C'est toujours un gros événement parce que tous les membres se rassemblent et on discute de tout un tas de sujets. On va faire venir Nexter, qui est un gros acteur de la défense à l'occasion de cette assemblée générale. On a lancé aussi tout récemment, et donc on va déployer jusqu'à la fin de l'année des toutes nouvelles actions. Donc on a une action de diversification sectorielle dont le but évidemment s'explique dans la situation d'aujourd'hui. On a aussi une action pour aider tous les commerciaux de nos PME à être bons commercialement parlant de façon numérique, puisque avec ce confinement, il y a des habitudes de travail qui ont été prises et qui risquent de perdurer, notamment de faire plutôt qu'un rendez-vous physique pour une rencontre commerciale ou une prospection, de le faire par vidéo, notamment, ou avec une présence réseaux sociaux très importante. Et donc voilà, on lance une action pour muscler nos commerciaux sur ce point. On lance également un plan d'action défense très très ambitieux. On va créer un comité défense NAE qui va rassembler à la fois des sociétés expertes de ce secteur, mais aussi des sociétés qui veulent se développer dans ce secteur. Et donc là, on va s'intéresser au marché global de la défense, que ce soit la défense terrestre, la défense navale, puisque Naval Group fait aussi partie des membres de NAE,
pour les sous-marins, ou la défense aérienne. Donc, il y a énormément de nouveaux programmes dans ce domaine. Et la France peut être très fière d'avoir cette belle industrie. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour nos entreprises dans ce domaine. Et puis, on va aussi faire un certain nombre d'actions dans le domaine de l'innovation. On va lancer une action qui s'appelle les joyaux. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors justement, on y reviendra plus tard, donc on va avancer quand même un petit peu pour arriver à en reparler. Sur votre site, on trouve aussi des offres d'emploi, d'alternance, de stage. C'est un secteur qui continue de recruter, et est-ce que même ça continue d'attirer les plus jeunes ? Alors, on l'espère bien et on pense que oui, puisque l'aéronautique, c'est un secteur qui fait toujours rêver et qui est vraiment très, très intéressant. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près 30% des entreprises qui se portent bien, qui travaillent surtout dans le domaine de la défense et du spatial. Et donc, ces entreprises-là, en règle générale, ont toujours besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on essaye d'organiser une opération qui s'appelle prêt de main-d'œuvre pour faire en sorte que les entreprises qui ont besoin de recruter pour une période plus ou moins longue puissent trouver leurs ressources auprès des autres membres de NAE et ainsi éviter des fuites de compétences, des disparitions de compétences. Donc, on a des premiers succès là qui s'annoncent et c'est vraiment quelque chose dont on est très content. Et alors, il y a par exemple des formations qui sont labellisées NAE, des formations d'excellence comme le bac pro aéronautique, la licence pro électronique et instrumentation. Vous pouvez nous en dire un peu plus? À qui s'adressent ces formations? Alors, ces formations, ce sont toutes ces formations en apprentissage. Ces formations donc s'adressent, il y a des fiches sur le site internet pour chacune d'entre elles. Donc, j'invite les auditeurs à regarder le site nae.fr où il y a toutes ces formations qui sont mentionnées. Du coup, en fait, elles correspondent à des besoins de nos industriels en région pour des compétences assez spécifiques. Et il faut savoir que tous les jeunes du coup qui font ces formations bénéficient ensuite d'une publicité ou on va dire d'un renfort de communication quand ils postulent sur le site nae.fr pour un emploi, puisque on valorise le fait qu'ils ont suivi des formations qu'on labellise NAE. Alors justement, cette labellisation, elle apporte cette publicité, est-ce qu'elle apporte autre chose? Oui, en fait, donc nous, on participe à tous les comités de pilotage de ces formations et on veille en fait à ce que ces formations soient bien en adéquation avec les grandes évolutions du monde d'aujourd'hui, notamment tout ce qui est industrie du futur, digitalisation. Et donc, on est intervenant et conseilleur, on va dire, pour que ces formations répondent toujours au plus près aux besoins des entreprises, mais aussi au monde de demain. Et alors, ça, c'est un grand plus. Et l'Europe dans tout ça, parce que j'ai lu que les membres de NAE visaient l'Europe pour leur programme de recherche, technologie et innovation. En quoi les financements européens sont-ils importants ou nécessaires pour le secteur aéronautique et spatial? Alors, l'innovation, c'est un axe de travail qui est indispensable, surtout dans une économie mondialisée, pour se démarquer et se différencier des concurrents. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à toujours avoir une longueur d'avance. Néanmoins, ça coûte très très cher. Et autant les fonds en France peuvent être plus difficiles à trouver, autant au niveau européen, il y a des mannes de financement qui sont très importantes, mais qui sont compliquées à obtenir parce qu'il y a des mécanismes qui sont très spécifiques. C'est la raison pour laquelle NAE facilite en fait l'obtention de ces fonds européens pour les PME innovantes de nos secteurs. Tout d'abord en connaissant très bien les mécanismes européens. Et puis aussi, on identifie en fait quels sont les nouveaux appels à projets qui sortent, quelles sont les compétences requises et comment faire pour être présent dans ces projets, et voire même NAE quelquefois se place en tant que pilote de projets européens.
Donc l'idée, c'est vraiment de déposer des projets européens, d'accéder aux grands appels d'offres, non plus seulement français, mais européens, avec des dispositifs qui s'appellent aujourd'hui Horizon 2020 et qui vont s'appeler demain Horizon Europe, Clean Sky, etc. J'en profite pour dire en fait que tout cet axe de travail est très cohérent avec la partie CORAC du plan de relance aéronautique nationale qui a été annoncé. Donc le CORAC en fait c'est le centre de recherche de l'aviation civile qui construit les nouveaux avions de demain, les nouveaux aéronefs de demain, qui auront des formes complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est assez passionnant de voir tous les différents projets complètement décarbonés qui sortent, qui vont bientôt arriver jusqu'au PME pour faire des projets d'innovation, qui allient des grands groupes, des laboratoires de recherche, des PME, des universités. Merci Fabienne Folliot d'avoir été avec nous. Je suis désolé, l'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes directrice de Normandie Aéroespace. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la Commission européenne avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Pauline Simone Desmet, chargée de mission de jeunesse à la Maison de l'Europe de l'Eure. C'est quoi la Commission européenne ? L'Union européenne existe depuis les années 50, dès la sortie de la guerre, et dès les premiers pas, on a créé la Commission européenne. Elle est un organe hybride car elle est à la fois l'administration de l'Union européenne et son gouvernement. Le gouvernement, entre guillemets, est composé de 27 commissaires qui ont chacun en charge un portefeuille. De la même manière qu'un ministre national, il existe un commissaire à l'agriculture, une commissaire à la concurrence, etc. Pourquoi 27 ? Cela correspond simplement au nombre de pays membres de l'Union européenne. Ces 27 commissaires sont commandés par une présidente. Actuellement, il s'agit de Ursula von der Leyen. C'est sans doute le personnage le plus en vue de l'Europe. Chaque portefeuille se décline en un espèce de ministère avec des fonctionnaires qui sont chargés d'écrire et de faire évoluer les politiques européennes. Ensuite, la Commission européenne s'assure aussi que les règles émises sont bien respectées. Et elle peut condamner les États qui ne respectent pas leurs engagements. Parallèlement, la Commission européenne est la seule à pouvoir proposer des lois. Elle a ce qu'on appelle l'initiative législative. Grâce à son administration, elle peut proposer des lois qui seront ensuite amendées et votées par les deux institutions législatrices. L'eurodéputé Mounir Satouri est l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer son engagement contre le nucléaire. Zone Europe, l'invité politique. Mounir Satouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et vous appartenez au groupe Les Verts, l'Alliance Libre Européenne. Et vous êtes notamment membre de la sous-commission Sécurité et Défense. Alors on va parler avec vous du nucléaire. Faire peur mais ne jamais utiliser, c'est la doctrine atomique. Le premier essai nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945. Depuis cette date, près de 2000 essais nucléaires ont été effectués dans le monde. La France, comme 8 autres pays au monde, dispose de cette arme nucléaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il faut maintenir cette dissuasion nucléaire ? Je réponds qu'ils se trompent, qu'aujourd'hui notre planète dispose de suffisamment de bombes nucléaires pour la faire exploser 20 fois. Et qu'à côté du risque climatique, le risque nucléaire est important. Et qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce risque diminue et que les pays qui possèdent l'arme nucléaire en sortent dans une discussion internationale, de manière concertée certes, mais qu'on enclenche de manière beaucoup plus courageuse et beaucoup plus ambitieuse la sortie du nucléaire. Dire que si nous n'avons pas connu de conflit de haute intensité entre les grandes puissances depuis la Seconde Guerre mondiale, pour vous, ça, c'est pas un argument recevable ? Oui, c'est pas un argument recevable. D'abord, des conflits, on en connaît tous les jours. Si l'arme nucléaire était la clé de la paix, pourquoi aujourd'hui on empêche un certain nombre d'États d'y accéder ? On est face à un armement dangereux qui coûte énormément cher. L'argent mis sur la dissuasion nucléaire pourrait être mis ailleurs. Et puis, l'armement nucléaire génère des conflits géopolitiques. La chaîne d'approvisionnement, on déstabilise un certain nombre de pays qui possèdent les matières premières en Afrique. Il y a des conflits territoriaux et régionaux qui existent. Et puis surtout, les essais nucléaires produisent des dégâts environnementaux. Là où les tirs sont réalisés, il y a des dégâts pour la faune et la flore qui durent des décennies, voire des centaines d'années. Et puis on a des endroits où il y a eu des effets, y compris sur des civils,
En Algérie, par exemple, Notamment. les essais français ont produit des victimes directes, ceux qui travaillaient sur ces essais nucléaires, mais aussi des villageois autour qui n'ont rien demandé à personne, qui ont eu des problématiques de santé, il y a eu des décès. Et puis aujourd'hui en Algérie, on mesure encore les effets sur la pollution des sols. Sur le nucléaire en Algérie, on en reviendra juste après, mais je voulais revenir avec vous sur le financement. Donc le coût de la dissuasion nucléaire française est estimé à environ 4 milliards d'euros par an en France. Pour vous, c'est trop? D'abord, il y a quelque chose qui est terrible, c'est qu'on manque de transparence là-dessus. On ne connaît que le coût évalué à minima. Aujourd'hui, même quand vous êtes un député de la République française ou un sénateur, membre de la Commission défense, vous n'avez pas accès à la réalité des chiffres. Et donc, cette situation est intolérable, ce n'est pas démocratique. Moi, je plaide pour qu'il y ait un accès, notamment des parlementaires spécialistes de ces dossiers. Le secret défense ne peut pas priver la représentation nationale des informations. Ce n'est qu'un prix minimum. Et je suppose que le coût est beaucoup plus important que celui-là. On l'évalue entre 2019 et 2025 à quasiment 35 milliards d'euros. D'ailleurs, si le président de la République souhaite transférer le coût de la République française à l'Union européenne, ce n'est pas par hasard. Comme on connaît quelques difficultés budgétaires, avec l'opportunité de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, je pense que ça arrange financièrement la France pour que ce coût soit regardé à l'échelle européenne. Ça prouve que ça coûte très cher et que nous n'avons plus les moyens de le faire. L'ONU espère, je cite, qu'un jour toutes les armes nucléaires soient éliminées. Vous, c'est également votre volonté? Je l'espère et le plus tôt possible serait le mieux. Pour cela, il y a eu un traité, le traité de l'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en 2017, mais tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire ne l'ont pas signé. Est-ce que ça va quand même dans le bon sens, ce traité? Évidemment que ça va dans le bon sens. 122 pays ont déjà approuvé ce traité. Il est en cours de ratification. Je crois qu'on doit être, à l'heure où on se parle, à 45 pays qui ont ratifié le tien. Et on espère qu'avant la fin de l'année, la 50e ratification ait lieu et ça deviendra une norme internationale. Au clair, dans quelques mois, le droit international dira que posséder l'arme nucléaire est quelque chose d'illégal. Ça voudra dire que si on saisit la Cour internationale de justice là-dessus, celles et ceux qui développent et qui possèdent l'arme nucléaire pourront être dans l'illégalité. Même s'ils n'ont pas signé ce traité? Bien sûr, puisque c'est le droit international. Évidemment, moi je souhaite que mon pays, la France, qui est une grande puissance nucléaire, s'engage dans ce processus et par ce biais-là arrive à mobiliser d'autres États qui possèdent cette arme, à s'engager dans ce processus. Que le tien ne dit pas du jour au lendemain, on arrête toutes les armes, mais quand on signe le tien, on s'engage dans un processus de réduction et d'élimination des armes nucléaires. Et moi je pense que la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui a été en avant-première sur plein de sujets, notre honneur aujourd'hui, face à des déstabilisations géopolitiques, aux risques qu'on a avec Trump aux États-Unis, qu'on a avec la Russie, avec la Chine, que la France retrouve une voie mondiale de la paix, de la préservation de notre planète, de la préservation de notre environnement, en devenant exemplaire sur la sortie du nucléaire. Alors, ce traité, il ouvre notamment des droits et des obligations concernant les victimes et l'assistance aux victimes, la remise en état de l'environnement, la coopération et l'assistance internationale. Pour vous, ce traité, il peut vraiment faire avancer les choses? Oui, j'allais dire enfin. Enfin, on va avoir un levier international qui oblige les États coupables, si j'ose dire, et je pense qu'il faut dire le terme, de réparer. On parlait tout à l'heure de l'Algérie, il y a des milliers de victimes, le sol est encore pollué. Et moi, je plaide pour que la France assume sa responsabilité en la matière. C'est peut-être une manière nouvelle et positive de revisiter la relation France-Algérie. J'ai organisé un webinaire il y a 10 jours sur ce sujet-là. On a l'idée à plusieurs parlementaires de créer une interparlementaire avec des députés français, des députés européens, des députés algériens, pour qu'il y ait une mobilisation autour de ce thème. Et justement, quel rôle peut avoir l'Europe dans ce processus? Est-ce que l'Europe peut jouer un rôle? L'Europe peut jouer un rôle formidable d'avoir de discussions, puisqu'on est... dans l'exemple très précis France-Algérie, un peu éloigné du passé commun qu'ont ces deux pays-là. Et ça nous permet d'être un tiers dans la discussion positive. Et par le passé, l'Europe a démontré que sur des sujets dont elle n'était pas responsable directement, elle savait intervenir et soutenir les victimes, notamment par rapport aux mines. Il y avait, sur les mines posées dans un certain nombre de pays, il y avait de responsabilité ni de l'Union européenne, ni même d'un des États membres de l'Union européenne. Et pourtant, l'Europe est intervenue en soutenant des programmes qui suppriment les mines, en accompagnant les populations, en aidant les victimes,
victimes, les personnes qui souffrent d'handicap suite à des explosions. Et donc l'Europe, si elle le veut, pourrait aider. Et c'est une manière pour elle de participer au débat international, pourrait s'occuper de ce sujet. En tout état de cause, mais en tant que parlementaire européen, je souhaite que l'Europe se mobilise et à travers le dialogue parlementaire, j'ai participé à la création d'un intergroupe informel avec des députés de différents groupes politiques, parce que ce n'est pas qu'un sujet d'écologistes, il y a des députés du groupe Renew, du groupe socialiste, même du PPE, qui participent à ce dialogue. Et l'objectif est de créer les conditions favorables à cette prise de conscience. Enfin, sur le désarmement nucléaire, l'Europe, est-ce qu'elle peut influer? Est-ce qu'il y a une politique européenne de non-prolifération des armes nucléaires? Il y a une politique européenne de non-prolifération, mais elle ne marche pas. On est sorti du multilatéralisme qui permettait le dialogue entre les grandes puissances, mais ça ne marche pas depuis quelques années, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce nouveau traité qui nous installe dans une nouvelle norme internationale. Et l'Europe peut porter cette voix, doit porter cette voix. Nous sommes un grand marché de consommation, une puissance économique importante, une puissance géopolitique importante. L'Europe peut jouer ce rôle moteur de dialogue entre tous les pays qui ne possèdent pas l'arme nucléaire, mais qui parfois sont concernés par les essais, par le réseau de fourniture des matières premières, etc. Et qu'aujourd'hui disent l'arme nucléaire est dangereuse, on veut en sortir. Et il y a des États européens qui ont déjà signé le tien. L'Autriche et d'autres pays européens l'ont signé. Donc vous voyez que ça bouge, y compris au sein de l'Union européenne. Vous êtes, je le rappelle, Mounir Satouri, membre de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Quelles seraient pour vous les priorités en matière de défense si on se passait de l'arme nucléaire? Par quoi la remplacer par rapport aux menaces qui évoluent chaque jour de plus en plus? Écoutez, le débat sur la défense européenne va bientôt s'ouvrir au sein du Parlement européen, et en tant que membre de la Commission, j'y participerai pour, avec mes collègues, construire ce que doit être l'Europe de la défense. Une Europe de la défense. Et quoi qu'il arrive, je pense que le maintien de la paix, l'aide aux victimes et des conflits et du réchauffement climatique doit être un rôle qu'on assigne à cette défense européenne et à cette armée européenne si demain elle existe. Avant de se quitter, Mounir Satouri, je vous propose le Money Time. C'est une série de questions rapides, de questions-réponses rapides avec nos invités. Et donc commençons tout de suite. Pour vous, une tenue correcte pour aller à l'école, c'est quoi? Franchement, le sujet, c'est pas comment les gens doivent s'habiller. Je sais qu'en France, la manière qu'elle doit s'habiller les enfants et surtout les filles redevient un sujet politique. Jean-Michel Blanquer. Ouais, que les gens aient de quoi s'habiller, qu'ils s'habillent comme ils veulent. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école et comment on fait du commun et on devient citoyen et pas comment on s'habille. Quel est l'hymne européen? L'hymne à la joie. Quel serait pour vous le meilleur Premier ministre? Où ça? À Paris. À Paris, en France. Un écologiste, forcément. Mais qui? Ah bah, c'est un choix toujours collectif, c'est les écologistes. Quitter la ville pour s'installer à la campagne, c'est pour de nombreux citadins un nouveau souhait en raison de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, j'habite la grande banlieue, donc j'habite presque la campagne. Évidemment qu'il faut favoriser cela, mais ça ne doit pas être un choix par défaut. Je pense que dans les nouvelles manières de travailler et de vivre, les endroits éloignés des centres doivent être des lieux de vie, des lieux d'accès à la culture, des lieux de consommation, de production. Et je n'ai pas envie qu'on tombe dans les campagnes dortoirs. On a connu la banlieue dortoir où on allait travailler en ville pour venir dormir en banlieue. Je n'ai pas envie qu'on recrée les campagnes dortoirs ou parce qu'il y a des transports en commun ou des transports qui vont vite, on s'éloigne pour aller vivre. Il faut qu'on puisse travailler, vivre, consommer dans les mêmes endroits. Quelle est la devise de l'Union européenne? La devise de l'Union européenne, c'est... vous me posez une colle. Unis dans la diversité. Unis dans la diversité, très bien. Et enfin, quel est le dernier livre que vous avez lu? Je suis en train de relire le livre d'Amin Malouf, Le manuscrit de Samarcande. Et par rapport à l'actualité très bureaucratique ici à Bruxelles, ça me fait voyager. On ne peut plus voyager physiquement depuis quelques mois. Donc, je voyage grâce à cela. On voyage par les livres. Merci Mounir Satouri d'avoir été avec nous. Que fait l'Europe dans notre quotidien? La fin des frais d'itinérance. Olivier Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Quand vous êtes de passage en Belgique, sur la plage à Barcelone ou au bord d'une piscine à Mykonos, téléphoner, envoyer un SMS ou un MMS coûte le même prix que si vous étiez en France.
En effet, les frais d'itinérance, aussi appelés frais de roaming, ne sont plus appliqués depuis le 15 juin 2017. Une décision prise après une longue bataille, 10 ans de négociations entre Bruxelles et les opérateurs téléphoniques. Résultat, chaque appel, SMS, MMS ou consultation d'un site internet depuis votre téléphone est décompté de votre forfait français. En revanche, si pendant une période de 4 mois vous passez plus de temps et consommez la majeure partie de votre forfait à l'étranger, votre opérateur pourra vous facturer des frais supplémentaires. Enfin, si les frais d'itinérance ont disparu dans les pays membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, si vous voyagez en dehors de l'Europe, pensez à désactiver vos données mobiles. Les expressions populaires, être enroué, les Français disent avoir un chat dans la gorge. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit einen Frosch im Hals haben, ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge. En Italie, on dit avere un rospo in gola, ce qui veut dire avoir un crapaud dans la gorge. Au Royaume-Uni, on dit to have a frog in one's throat, ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge. En Espagne, on dit tener una rana en la garganta, avoir une grenouille dans la gorge. Et on dit aussi tener un nudo en la garganta, avoir une nœud dans la gorge. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bon week-end. Zone Europe sur Sensation.